comment faire pour lutter contre cette imprégnation quotidienne? Comment faire lorsqu'un élève de 14 ans, lorsque vous voulez parler de Marcel Proust, se lève dans la classe et vous dit il est juif et il est homosexuel, donc on ne va pas en parler? Il faut d'abord se rendre compte que ce dont nous sommes en train de parler, c'est une opération de très longue haleine. Ça ne va pas se régler demain matin. Voilà. Et que nous faisons face aux conséquences de je ne sais pas combien de décennies de dévalorisation du patrimoine et de la culture français. Vous disiez tout à l'heure, je ne sais plus lequel d'entre vous, à force de se donner des coups sur la tête, on finit par en prendre de la part des gens qui sont nos adversaires, parce que c'est la logique de culpabilisation accélérée et accentuée de tout ce que la France a pu faire dans son histoire. Alors il y a des choses qui ne sont pas très belles, et Franck Ferrand n'en disconviendra pas, mais il n'y a tout de même pas que ça. Et puis de considérer comme systématiquement des victimes des étrangers qui viennent sur notre sol et qui s'y implantent et qui y déploient leur famille. On ne va pas sortir de ça d'un claquement de doigts. Je crois que dans cette affaire, il faut traiter les causes davantage que les conséquences. Or, je suis très heureux de voir qu'il y a des conversions extrêmement tardives à la fermeté à l'égard de l'islam dit politique. Pour moi, il n'y a pas d'islam politique. L'islam est politique par nature. Alors ça, ce que vous dites... le problème d'ailleurs que non, mais cette religion. Ça, c'est la discussion... Pardonnez-moi, Monsieur Poisson, mais ça, c'est la discussion que moi, je n'ose même pas aborder. Parce que celle-là, elle est fondamentale. Si vous dites que l'islam est par essence politique, ce qui est la position, par exemple, d'Éric Zemmour, oui, qu'à ce moment-là, il n'y a pas de possibilité de vivre ensemble avec l'islam... Non. Vous dites non. Là, je ne sais plus ce qu'on doit faire. Oui, comment on va faire ? Là, je ne sais plus ce qu'on doit faire. Monsieur Pro, pardonnez-moi. Vous avez vous-même donné la réponse tout à l'heure sur votre plateau. Il y a d'un côté l'islam comme doctrine. Et l'islam comme doctrine est un système global qui a l'ambition de traiter intégralement tous les sujets de la vie quotidienne, qu'ils soient collectifs ou individuels. L'islam... il est enraciné, il est connu, c'est une doctrine, elle a ses livres sacrés, elle a ses références historiques, elle a sa tradition, la fameuse sunna qui a donné son nom au sunnisme. La vie de Mahomet est la référence, Mahomet est le personnage de référence et c'est lui qui a recueilli la parole de Dieu dans le Coran. L'islam, c'est ça. Cette doctrine-là n'est pas, au fond, compatible avec les principes de la France, ses traditions, ses valeurs et la manière dont nous vivons. Parce que l'islam ne connaît pas la séparation du pouvoir politique et du pouvoir religieux. L'islam ne connaît pas dans ses textes fondateurs. Mais sauf que dans les années 70 et 80... Excusez-moi, monsieur Pro, je termine. Oui. Il ne connaît pas l'égalité entre les personnes selon qu'elles sont croyantes ou pas croyantes. L'islam ne connaît pas ça. Maintenant, j'entends l'imam Chalgoumi encore hier, avec cette photo, cette image magnifique que plusieurs télévisions ont montré, d'ailleurs peut-être vous aussi, je crois, de ces imams qui sont avec des fleurs blanches à Conflans pour rendre hommage à M. Saty qui a été assassiné vendredi. Vous savez, leur problème, c'est que d'une certaine manière, ils sont en contradiction avec le Coran quand ils font cela, car si vous allez lire de manière précise le verset 84 de la sourate 9 dans le Coran, vous verrez qu'un musulman ne peut pas aller se recueillir sur la tombe d'un mécréant. Alors Philippe Guibert vous répond. C'est ça le problème. Philippe Guibert vous répond et tente ce dialogue, parce que là vous allez encore plus loin. Nous on parle d'islamisme, vous parlez d'islam. Et est-ce que l'islam est compatible avec la France? C'est ce que vous dites. Mais je pense que non, mais je sais que beaucoup de musulmans sont prêts, absolument prêts, et très désireux de vivre en France en respectant les choses qui nous sont chères. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas d'islam modéré, ça ne veut rien dire, mais il n'y a que des musulmans modérés. Exactement. C'est ce que vous dites. Bon, Philippe Guibert. Mais moi, je ne sais pas, j'ai beaucoup d'admiration pour vous, pour votre connaissance de la doctrine de l'islam. Le sunnisme se définit précisément par le fait qu'il n'y a pas de doctrine et il n'y a pas de clergé. Ce qui fait que c'est un énorme problème. Il y en a dans le chiisme, un clergé, mais il n'y en a pas dans le sunnisme. Et qui fait que justement, n'importe qui peut s'improviser imam. D'où des différences de pratique que vous évoquiez, Pascal, selon les générations notamment, qui fait que la doctrine de l'islam, ça n'existe pas dans le sunnisme. Donc, on peut avoir des pratiques de l'islam tout à fait différentes. Donc, je récuse complètement l'idée qu'il y ait une doctrine de l'islam qui soit par nature hostile à notre façon d'être et de vivre dans nos pays démocratiques et occidentaux. Il y a des millions de musulmans en France qui vivent de façon parfaitement respectueuse des lois de la République. Je termine, monsieur. Et donc, je pense qu'il faut faire attention à ce que nos débats ne passent pas d'une légitime lutte contre l'islamisme à une remise en cause des musulmans vivant en France. Voilà. Alors, monsieur Poisson répond et après Claire Chartier. Je suis en train de faire exactement ce que vous souhaitez, monsieur Guibert. C'est-à-dire que je prends le soin de distinguer
l'attitude d'une très grande majorité de musulmans qui souhaitent vivre leur pratique religieuse et leur foi dans des conditions normales de décence, et à la fois comme citoyen, moi-même comme croyant, comme philosophe et comme législateur, je suis attaché à cette décence-là. Mais je constate par ailleurs, vous dites qu'il n'y a pas de doctrine de l'islam sunnite, ça je ne peux pas vous laisser dire ça. Le Coran est un texte qui est très clair, les traditions et la tradition sunnite a justement établi, à partir du IXe siècle et de manière fermée jusqu'à aujourd'hui, vous le savez bien, un certain nombre de textes de référence. Alors pourquoi vous dites ça? Non mais ça c'est intéressant. Pourquoi vous dites ça? Il n'y a pas de pratique. Pourquoi le Coran par exemple? Pourquoi vous considérez que le Coran n'est pas... Elle a extrêmement évolué, la pratique de l'islam. Non, mais le Coran, vous dites qu'il n'y a pas de texte, il y a le Coran. Attendez, juste. Mais oui, et puis il y a les hadiths. Non, mais un point, il y a eu beaucoup de discussions. Enfin, je pense que c'est vraiment faire fi, cette lecture. C'est faire fi de toutes les discussions qu'il y a eu au début de l'islam, et ça a couru sur plusieurs siècles, d'interprétation du texte. Il y a eu une fermeture. Ce qui s'est passé par rapport au texte, c'est la victoire de l'orthodoxie sur les réformateurs. Voilà. Mais il y a eu pendant plusieurs siècles vraiment des luttes très précises de savants, ce qui veut bien dire que ce texte, les musulmans eux-mêmes peuvent l'interpréter de façon différente, que c'est pas un monolithe. Donc c'est vraiment faire fi de ça, et je pense que c'est important de le rappeler. Philippe Guibert. Quand il y a un imam qui dit que la musique va vous transformer en singe, ce n'est pas la doctrine de l'islam. C'est ce que je voulais dire, monsieur. Oui, mais ça, je suis assez d'accord avec ça. Mais lorsque... il faut tout de même considérer comme problématique que le texte sacré auquel se réfèrent les musulmans, et je suis d'accord avec vous, madame, ils ont pendant 3 siècles débattu ils ont compilé ce texte pendant 3 siècles, ça s'est terminé au 9e siècle, et les choses se sont fermées, comme vous dites très justement, et l'orthodoxie... même plus tard d'ailleurs, c'est même fermé plus tard. Non, ça a duré plus longtemps. Et aujourd'hui encore, il y a des penseurs réformateurs qui tentent de faire valoir cette lecture-là. Les réformateurs du Moyen-Âge en islam, madame, ont été décapités ou on les a fait taire. La réalité, c'est ça. Et les derniers en date, c'était des Égyptiens au début du XXe siècle qui ont été absolument mis de côté de la société égyptienne par la naissance des frères musulmans. Donc, cette lecture-là s'est imposée. Je le regrette, mais je ne fais que le constater. Je constate par ailleurs que, quand je disais tout à l'heure que la séparation du religieux et du politique n'existe pas dans les textes fondateurs de l'islam, elle n'existe pas, vous ne la trouverez pas. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, on parlait tout à l'heure, je crois sur votre plateau, de la question de la réciprocité entre la possibilité de laisser prospérer la liberté religieuse dans un certain nombre d'États musulmans, pour les chrétiens par exemple. Dans une large mesure, c'est impossible parce qu'il n'y a pas de liberté de ne pas croire dans l'islam traditionnel sunnite. Maintenant, que les musulmans en Occident aient une vision différente de ces choses, qu'ils aient finalement assez bien accueilli les libertés que le monde occidental peut offrir, parce qu'il y a tout de même quelques points positifs dans la civilisation occidentale, malgré ses nombreux défauts, et le matérialisme qui y règne et qui est un objet de rejet pour les musulmans, et je comprends cela aussi. Que des musulmans se soient appropriés notre mode de vie, notre manière de faire, évidemment, et c'est souhaitable, et encore une fois, l'image de ces jours-ci et la déclaration d'Imam Chalgoumi hier est remarquable de ce point de vue. Et bien justement, on va l'écouter, et Jean-Frédéric Poisson, je vous remercie beaucoup d'être intervenu ce matin. Remercie. Non, vraiment, c'était intéressant. Vous parliez de Hassan Chalgoumi, les mots ont été forts, sans aucune ambiguïté, c'est un imam qui a parlé, écoutons-le, c'était hier. On arrive à un stade qu'on peut dire il faut être plus que ferme. Nous sommes tous Samuel Paty. C'est un martyr de la liberté. Et l'autre assassin, c'est un criminel, c'est un terroriste qui n'a rien à voir ni à la foi ni à l'humanité, qui a été manipulé par des vidéos, par des individus qui ont fait autant de haine contre lui. Je félicite le ministre de l'Intérieur et je le rends hommage. C'est une fatwa. Oui, c'est une fatwa